Bon, donc, Lordon et Spinoza. Lordon, il commence à bosser sur Spinoza dans les années 2000, avec l'intérêt souverain en 2006. Avant ça, il est économiste de l'école de la théorie de la régulation, c'est-à-dire qu'il est prédisposé à penser que les marchés sont toujours régulés, que les marchés sont des constructions politiques, qu'il faut que le marché n'existe que par un ordre juridique qui définit l'escroquerie, qui définit ce que c'est que de ne pas remplir un contrat, l'État qui émet encore une monnaie qui permet la bonne circulation des marchandises sur le marché. Bref, que le marché est toujours régulé. Il n'y a pas de marché préalable qui est ensuite régulé par des forces politiques. Il y a une construction politique qu'est le marché. Et donc, il est surtout d'ailleurs économiste des crises financières dans ce cadre-là, dans ce cadre de pensée-là. Et une crise qui va l'intéresser beaucoup, ça va être la dérégulation bancaire européenne, c'est-à-dire en fait la re-régulation du coup, dans son système de pensée, qui va conduire à un certain nombre d'agressions interbancaires, et notamment autour de la banque Paribas, qui va finir par fusionner avec la BNP Paribas, avec la BNP pour devenir la BNP Paribas. À ce moment-là, lui, il lui semble qu'il y a autre chose que de l'intérêt économique banal qui se joue là-dedans et qu'il y a des histoires de désir de puissance, des histoires de survie d'un empire financier, euh, des histoires de souveraineté, en fait. Il dit, bon, double intérêt souverain. Il va s'intéresser à Spinoza à partir de là, à partir de son concept de conatus, qui est le fondement du désir quelque part, le, et notamment le désir de persévérer dans l'être et de, de pousser finalement sa puissance, à la fois pour l'augmenter et simplement pour l'exercer, parce que chez Spinoza, la puissance s'exerce, c'est pas quelque chose qu'on peut retenir. Et il y aura une deuxième crise aussi qui va vraiment le faire bifurquer, c'est la crise des subprimes et puis ses conséquences européennes, et notamment le conflit qui va opposer l'Allemagne à la Grèce surtout, avec le concours de la France quand même. Euh, donc la crise des subprimes qui commence donc comme des défauts sur des dettes privées qui deviennent par capillarité de la titrisation devient une crise financière, puis une crise bancaire, puis une crise bancaire systémique. Et donc là, les banques centrales vont devoir renflouer les banques, mais sans contrepartie, ce qui va entraîner une crise de la dette publique. Et cette crise de la dette publique, donc la dette publique grecque dans ce cas-là, même si ça a eu lieu partout, celle de la Grèce a été absolument spectaculaire, même si la Grèce est très économiquement petite en Europe et qu'elle aurait simplement pu être enfouie directement sans que ça pèse sur aucune économie. Enfin, c'est à l'échelle de l'Allemagne ou de la France, ça aurait représenté peu de choses. Sauf que non. L'Allemagne a une conception de la monnaie et de l'économie tout à fait particulière qui se trouve être inscrite dans les traités européens, puisque c'était la condition de l'entrée de l'Allemagne dans l'Union européenne, et qui a donc poussé à des conflits qui ne peuvent s'exprimer qu'en termes de souveraineté, qu'en des termes politiques. Parce que, comme la Grèce est toute petite, c'était pas un problème d'intérêt économique. Euh, des complexions passionnelles, c'est comme ça qu'il appelle ça. Enfin, qu'il appelle ça, que Lordon appelle ça un peu à la suite de Spinoza. Je pense qu'il construit une partie quand même, mais il y a des complexions passionnelles collectives, et donc des formes de désir et de définition du désirable, et du tolérable surtout dans ce cas, qui se sont heurtés dans une construction politique qui ne permet pas à certaines souverainetés de s'exprimer, ou plutôt qui ne permet pas aux nations souveraines notamment d'exprimer certaines positions. En fait, un certain nombre de possibilités ont été retirées du jeu,
Ce qui va donc conduire à la continuation de toute cette crise depuis ce moment-là. Et donc ça, c'est une série de bouquins qui est jusqu'à quand pour en finir avec les crises, la crise de trop, et puis plus tard, la malfaçon, donc à propos de la construction européenne et de l'euro, donc il travaille un peu déjà avec Spinoza là-dessus, mais c'est pas ses travaux théoriques. Pour moi, ces travaux théoriques, ça commence avec Capitalisme, désir et servitude, où il s'intéresse plus directement à l'actualité. Et donc, c'est un bouquin qui annonce un peu le programme finalement, qui est sous-titré Marx et Spinoza, qui est en fait de repenser les catégories marxistes à l'aide de Spinoza. Et donc, notamment des questions de désir et d'affect. Donc, capitalisme, désir et servitude, là-dedans, il va penser les affects, enfin, il cherche à penser les affects du néolibéralisme, et en particulier les affects du salariat. Et donc, pour ça, il faut partir à nouveau du conatus, et donc qui est une puissance et des désirs, quoi. Donc Spinoza définit deux affects fondamentaux, si on peut dire. La joie, qui est l'augmentation de la puissance du corps, et la tristesse, qui est la diminution de la puissance du corps. Et donc la puissance de faire, donc il y a un désir de faire chez chacun, si on peut dire. Sauf qu'à partir du moment où on veut faire quelque chose qu'on ne peut pas faire seul, il faut faire collectif. Donc il faut enrôler les désirs des autres. Donc il y a ce qu'il appelle une sorte de désir de faire faire, et donc d'alignement des désirs. Donc il appelle ça collinarisation, parce qu'il y a une espèce de métaphore à base de vecteurs. Il parle d'un angle alpha entre le désir patronal qui veut enrôler les désirs et le désir du salarié qui était en fait autre, mais qui se trouve plaqué sur le désir patronal. Alors à la fois par un affect triste, qui est un affect de peur en fait, si tu veux bouffer, tu fais ce que je te dis. Et il parle donc d'une éventuelle mutation du capitalisme qui lui semble relativement peu probable, mais qui est quand même un peu intéressante et qui concerne qu'une fraction du salariat, qui est le salarié joyeux. Donc il parle des salariés d'abord par la consommation, de la joie par la consommation, c'est-à-dire que c'est plus seulement la peur, mais aussi la possibilité extrinsèque au travail, mais quand même grâce au salaire, de pouvoir acheter n'importe quoi. Mais ensuite, de cette mutation plus récente, de la joie intrinsèque du travail, donc qui concerne surtout les classes qu'on dit créatives. Bon, l'ouvrier sur une ligne de montage, il n'a pas trop ce truc-là. Qui consisterait en fait à produire les désirs du salarié de manière à ce qu'il soit déjà dans la ligne de celle du patronat. Ce qui est assez intéressant parce que c'est jamais monté dans l'autre sens. C'est jamais le désir du patron qui s'investit dans celui du salarié, donc il va le financer pour qu'il aille plus loin. Ce qui pourrait être une forme fonctionnelle du salarié joyeux, mais justement là on jouerait dans des catégories de souveraineté que le patronat n'aime pas, alors que son intérêt économique pourrait être en jeu. Et donc auquel il oppose une autre forme assez classique finalement de collectif de travail qui serait quelque chose de l'ordre de l'autogestion, donc du soutien économique mutuel en vue d'objectifs, en n'importe quel genre, enfin c'est une entreprise démocratique en un sens. Mais il met une dernière mise en garde dans ce truc, il parle de la servitude volontaire. Bon, il en a parlé régulièrement dans d'autres livres, mais dans celui-là, il met en garde contre la tendance à faire de l'émancipation quelque chose de l'ordre d'une sortie
de la servitude. Dans les termes de Spinoza, hein, il entend bien pourquoi on dit ça quand même. Mais pour Spinoza, la servitude passionnelle, elle est permanente. C'est quoi la formule? On est libre, les hommes ne sont libres que dans la mesure où ils ignorent ce qui les a déterminés à faire ce qu'ils font, quoi. Donc, il parle en fait là de l'hétéronomie du désir, donc le fait que le désir, on ne le contrôle pas, quoi qu'il arrive. On peut éventuellement décider dans quelle direction on va pour le suivre, mais on n'a pas décidé de vouloir ce qu'on veut. Et donc pour lui, la différence, c'est pas la servitude, la différence entre la servitude et la liberté, et la franchise de toute détermination, mais la servitude triste ou la servitude joyeuse, ce qui est très différent, de pouvoir s'adonner à ses désirs finalement, quoi qu'on ne les ait pas décidés, ou de devoir se soumettre aux désirs d'un autre, donc par les servitudes tristes, notamment liées à la survie. Enfin, au chantage à la survie, en fait. Le bouquin suivant sur la théorique, c'est la société des affects. C'est un peu spécial puisque c'est une collection d'articles qui recouvre un peu tout le programme de recherche même à venir, en fait, jusqu'à ces bouquins les plus récents, jusqu'à la condition anarchique à peu près. Où il défend notamment un projet épistémologique de sciences sociales spinozistes, avec l'idée donc encore une fois, de refaire Marx, mais aussi une partie du structuralisme à partir de Spinoza. Une partie quand même un peu spéciale, parce que c'est un structuralisme sans permanence historique. Il y a de la structure sociale, mais la façon dont il l'a reconstruit, il y a de la structure à partir du moment où il y a des désirs qui s'entrechoquent et fabriquent des institutions. Il n'y a pas d'invariant à part ce genre de généralité, quoi. Bon, pareil, il défend des idées sur les relations entre les sciences sociales et la philosophie en particulier. Mais bon, bref, l'idée générale, c'est d'articuler les désirs individuels, enfin d'articuler une théorie qui lie les désirs individuels et les structures sociales de plus grande ampleur. Donc voilà, on va retrouver l'idée que j'ai fait un article qui s'appelle La servitude volontaire n'existe pas, donc qui reprend l'idée qui reprend en fait, qui date d'avant le bouquin d'avant en fait. L'article date d'avant et donc reprend l'idée qu'il n'y a pas comme on décide pas de ses désirs, mais qu'on peut savoir ses propres déterminations, qu'éventuellement la liberté se trouverait là-dedans, enfin Spinoza quoi, dans la connaissance de soi finalement, mais la connaissance de ce qui nous détermine et non pas de l'affranchissement de ce qui nous détermine. Il y a quelques articles qui présagent le bouquin d'après, Imperium, que là c'est le gros morceau théorique qui est quand même un peu, ouais, qui est touffu, on va dire. Où il commence à parler justement de la puissance autonome du collectif vis-à-vis des individus qui pourtant produisent le collectif. Et on voit même l'apparition de la condition anarchique, qui donc date de 2018, la condition anarchique, et alors que ce bouquin-là sort en 2012, dans un article qui s'appelle La légitimité n'existe pas, où finalement il retire tout fondement possible, enfin il dénie tout fondement possible de légitimité absolue, quoi. Et donc, ou qui présage quelque chose qui fera le mouvement encore un peu plus loin dans la condition anarchique, hein, d'absence de fondement absolu à tout. Et en particulier, comme il utilise le mot légitimité, on voit commencer à apparaître sa pensée sur l'État et la violence, et notamment à partir de la définition, enfin, par ce que ça modifie de la définition en fait, canonique de l'État dans les sciences sociales, qui est celle de Weber, qui est donc une organisation humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime.
Là, du coup, lui retire le légitime finalement. L'État, c'est ce qu'il revendique et parvient à imposer son monopole de la violence. Qu'un État organisé, enfin, organise sa propre violence, alors via la police, via la justice, via son armée. Un État stable fait ça et a son propre monopole, et l'essentiel des violences qui a lieu sur son territoire, c'est une condition importante, vient de lui. Et qu'un État où il y a plusieurs sources de violence, c'est un État en guerre civile, ou en guerre tout court, éventuellement, si les violences concurrentes viennent d'un autre État qui est par ailleurs souverain sur son propre terrain. Mais que la souveraineté fondamentale, donc pour lui, vient de cette violence, mais que pour lui, cette violence, il la déplace une dernière fois. Alors c'est ce qui fait le grand mouvement d'Imperium, vers les multitudes. Que l'État n'a pas le dernier mot, évidemment, que l'État est l'expression des multitudes. Qui pourrait se ramener à une histoire de lutte des classes, mais qui est un terme un peu plus générique. C'est n'importe quel état des masses, si on peut dire ça comme ça. Et dans Imperium, il va penser beaucoup ce rapport entre multitude et état. Et notamment l'autonomie de l'institution par rapport à ceux qui l'ont instituée. Et il prend souvent la métaphore de la vague. Alors celle de Hokusai, ça fait plus classe, mais bon, c'est n'importe quelle vague, ça marcherait si on y réfléchit. Qui est que, évidemment, la vague est le produit de l'océan, mais qu'en fait, une fois qu'elle est montée, elle lui retombe dessus. Et donc les multitudes créent les institutions, donc en particulier l'État, mais n'importe lesquelles. Les feux rouges, je prenais cet exemple un peu, le fait de se serrer la main avec la main droite, de parler une langue plutôt qu'une autre, n'importe, des institutions, dans un sens vraiment très générique. Et une fois que ces institutions sont instituées, elles ont une autonomie propre, une inertie qui fait que les acteurs ou les agents, je ne sais pas comment il faut le dire, ne peuvent pas les destituer d'une volonté individuelle. Ou ni les reconfigurer, ni tout ça, et qu'il y a un certain nombre d'institutions de la reconfiguration des autres institutions, donc de la délibération démocratique en particulier. Mais bref, ça lui fait penser la notion d'affect commun, donc qui en fait structure des grands ensembles. Alors là, il pense aux classes, il pense aux religions, il pense aux nations, il pense à tout un tas d'ensembles, et puis des choses beaucoup plus, des professions, qui fait qu'un certain nombre de gens ont le même rapport, ou au moins le même genre de rapport au même genre d'objet. Que c'est pas pareil, on n'a pas le même rapport à l'argent quand on est riche ou quand on est pauvre, par exemple. Que c'est pas juste une histoire justement, encore une fois, d'intérêt, de si on en a ou si on n'en a pas, on n'a plus le même rapport avec ce monde-là. Donc, les affects communs sont multiples, sont toujours divisés. Ils passent leur temps à s'affronter, en fait, à se confronter, il faudrait dire, enfin, à rentrer en collision. Et surtout à s'entrappuyer. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui s'appuient, par exemple l'institution d'une école qui délivre un diplôme, la valeur de ce diplôme va se reposer sur éventuellement la valeur du diplôme sur le marché du travail. Mais à la fin des fins, il y a toujours l'État derrière. Et donc derrière l'État, encore les multitudes. Et enfin, là, il faudrait redescendre du coup, justement, l'océan. L'État est le point terminal théorique, en fait. Mais pas, quand il parle d'État, il parle d'un État dans un sens très général. Il va prendre l'exemple de ce qui se passe au Chiapas. Et notamment de ZLN et de la ZLN, donc l'État zapatiste et l'armée zapatiste, qui est le cœur de l'État, qui est toujours le cœur de l'État, puisqu'au cœur de l'État, il y a toujours une violence.
mais une violence qui lui paraît inévitable, mais il reviendra plus dessus dans les bouquins d'après, notamment dans Vivre sans. Même si là, clairement, il est déjà dans cette histoire-là, avec Vivre sans sera une discussion de ce qu'il dit à ce moment-là. Que les multitudes structurent des forces, et que les forces produisent des états dans un sens très générique. Mais qu'il n'y en a qu'un certain nombre qui sont de niveau terminal, quoi. Il y a toujours des institutions qui s'appuient les unes sur les autres, mais à la fin des fins, il y en a une qui est juste une question de force, et c'est à partir de là aussi qu'il va commencer à parler d'axiomachie et de gigantomachie, donc des affrontements institutionnels massifs, qui ne se jouent qu'à ces échelles-là, qui c'est pas juste le fonctionnement du passage piéton, quoi. Est-ce que le passage piéton ne fonctionne que parce que le code de la route, qui ne fonctionne que parce que la police, qui ne fonctionne que parce que l'État. Il commence à parler de l'inévitabilité de l'État dans un sens très générique, de l'institution, de l'impérium dans un sens très générique, en parlant de la capture de la puissance de la multitude, puisque l'État est toujours issu de la multitude. Cette puissance complexe et bordélique va toujours donner naissance à quelque chose, et une fraction de la multitude va s'en emparer. Pour lui, la capture reste inévitable, et à la fois, il parle de l'horizontalité, en fait, c'est sa possibilité, et enfin de ça comme horizon, mais de son impossibilité. Il en parle quand il parle de la ZAD, notamment, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, du fait qu'il n'y a pas eu il y a une suspension d'un certain nombre d'institutions extérieures dans la ZAD, mais il y a une institution autre, et il y a aussi une coercition d'une forme différente, et c'est ça le point important, c'est que pour lui, la question ne va pas être est-ce qu'il faut un État ou est-ce qu'il n'en faut pas, mais quelle est la bonne forme, alors de l'État, mais quelle est la bonne forme des institutions d'une manière générale. La question des formes, c'est celle qui va soulever à partir de Spinoza, qui parle de mode, mais qui est la même logique. Et notamment des formes qui sont ouvertes à la recomposition, des formes qui ne le sont pas. C'est-à-dire des formes qui sont souveraines sur elles-mêmes, qui peuvent décider de se reconfigurer, donc de se destituer, de se reconstituer. Alors à ce moment-là, en plus, il était question dans le champ politique des questions de constituantes, hein. Mais c'est dans ces termes-là qu'il parle. Et donc d'une espèce d'éthique d'universalisation, quelque chose de cet ordre-là, de la souveraineté, c'est-à-dire de démocratisation totale donc à la fois, alors il parle de la malfaçon date de 2014, donc c'est un tout petit peu avant, il parle de l'Europe, mais il parle aussi de la démocratie en entreprise, et du fait que, bien sûr, une entreprise est tout sauf démocratique, et que donc c'est une institution faite d'affects tristes, donc de servitude passionnelle triste, donc le contraire de l'émancipation. Donc dans le sens où l'émancipation ne s'oppose plus à la servitude. Ouais, pour Imperium, c'est à peu près là qui va, comment dire, ça fait, il passe, enfin, Vivre sans, c'est vraiment une discussion, donc 2018, qui va être une discussion de ce début-là, où il va beaucoup être question d'un dernier truc, d'ailleurs, des frontières. Il parlait de la définition de l'État sur un territoire donné. Ça va être aussi un moment où on va discuter de protectionnisme, et du fait que la démocratie, que l'humanité est divisée en ensembles distincts, et qu'on appelle des nations, qui sont affectées de façon différente, qui ont des histoires différentes, et qui se racontent des histoires différentes sur leur propre histoire en plus. Bref, qui ont une histoire affective différente, si on peut dire ça comme ça, qui fait que, notamment, voilà, les principes affectifs de l'Allemagne vis-à-vis de la monnaie
et les principes de la France vis-à-vis de ce qui est encore politique, et notamment une république, sont en contradiction à des degrés complètement irrationnels, et que chacun est irrationnel de son côté, mais que la construction européenne rend impossible enfin, les complexions rendent impossible leur composition dans une construction monétaire surtout, mais politique aussi de l'Union européenne, qui empêche des discussions économiques qui en fait touchent à des choses très profondes dans les deux pays. Et que du coup, voilà, ce truc est déjà mort presque, mais surtout impossible à manier correctement, quoi. Enfin, comment dire, à composer correctement sans étouffer des souverainetés. Et à nouveau de la destruction de la démocratie, et donc du coup, à nouveau, des servitudes tristes, en fait. Des servitudes, alors pas via la dette à ces échelles-là, mais c'est le même principe que la prise en otage économique du patron vis-à-vis du salarié, ou du banquier vis-à-vis de l'économie, donc ici, des banques centrales. C'est peut-être pas le dernier mot du truc, mais disons, d'institutions de cet ordre-là vis-à-vis de constructions politiques qui pourraient diverger d'un certain nombre de principes économiques, d'austérité, de lutte contre l'inflation, bref, des terreurs économiques allemandes. Voilà, ils ont le droit, mais on peut pas faire ça ensemble, ça marche pas. Mais donc avant la discussion de ce truc-là dans Vivre sans, il va publier en 2018 La condition anarchique, où là, il aura un moment de flottement à la fin de ce bouquin-là quand même. Il va donc reprendre l'idée que la légitimité n'existe pas, et repartir de l'épistémologie anarchique. En fait, il ne parle pas des anarchistes, mais de l'anarché, c'est-à-dire ce qui n'a pas de fondement, donc au sens, au sens pas épistémologique, étymologique, et via une proposition de Spinoza qui dit que quelque chose comme on ne désire pas les choses parce que ce sont des biens, on dit que ce sont des biens parce qu'on les désire. Et donc, c'est pas, on ne désire pas les choses parce qu'elles ont de la valeur, mais on leur donne de la valeur, on crée de la valeur en les désirant. Donc il y a un certain nombre de champs sociaux qui sont maintenant entièrement fondés là-dessus. C'est spectaculaire dans l'art contemporain, où l'œuvre n'a valeur que parce qu'elle est désirée, parce qu'elle fonctionne sur alors, un certain nombre de marchés tout à fait économiques, mais aussi où l'institution artistique sert à certifier que l'œuvre d'art est une œuvre d'art, parce que c'est pas évident sinon. Mais sauf que dans le champ économique, ce genre de truc, ça oblige à repenser des trucs qui sont fondamentaux. La notion de valeur se retrouve vidée de son contenu. La théorie économique orthodoxe, qui fait par exemple qu'une bulle économique, c'est une déviation du prix vis-à-vis de la valeur réelle. Quand la bulle éclate, la valeur réelle revient. Sauf que s'il n'y a pas de valeur réelle, il n'y a plus rien vers lequel aller. Enfin, la théorie est plus explicative du tout. Mais ça vide aussi un certain marxisme de son contenu. Dans certaines lectures du marxisme, dit finalement que le travail est la source de la valeur. Le travail est le contenu de la valeur. Mais là non plus, c'est vidé. Enfin, il voit bien, c'est à partir de là qu'il se sent obligé par honnêteté intellectuelle de pousser le raisonnement jusqu'au bout, mais il voit bien le souci, que ça empêche par exemple de penser l'exploitation, ce qui est quand même un problème pour la contestation en général. Ça empêche de penser la justice, parce que il n'y a plus de bien en soi, il n'y a plus de... Voilà. Bon, c'est son moment Dostoïevski, quoi, un peu. Dieu est mort, bon, ben, donc tout vaut, quoi. Donc il se rattrape aux branches avec des axiomachie, ce qu'il n'est pas des axiomachie, donc des conflits entre axiologies, entre des systèmes de valeurs, et donc des conflits entre leurs institutions, entre les autorités qui les représentent, qui peuvent s'effondrer, disparaître, revenir,
être réinstitué, s'accorder c'est avec un certain nombre de métaphores économiques quand même. Enfin, pas tout à fait de métaphores, puisque elles sont dans le langage, on accorde du crédit à l'autorité. Et que c'est une histoire sans fin, puisque rien n'a de fondement. Rien n'a de fondement autre que les affects de la multitude. C'est ce qui va le raccrocher. À ce moment-là, bon, il discute déjà avec Friot, mais il n'a pas encore complètement... Enfin, il n'est pas encore aussi proche de lui que ce qu'il est maintenant. Parce que Friot a déjà fait ce mouvement en réalité, d'une façon beaucoup plus simple, à l'intérieur du marxisme, sans avoir quitté une seule seconde Enfin, sans avoir quitté, en fait, si, il y a un moment où, finalement, en un sens, avant de trouver cette idée, il était un peu plus, on dirait, moins incisif. Où l'idée chez Friot, c'est que c'est pas le travail qui est le contenu qui crée la valeur. Euh, Indépendamment du mode de production, il y a un certain nombre de choses qui ont de la valeur, un certain nombre de choses qui n'en ont pas. Et ce qu'on appelle travail, le concept travail, c'est la part de l'activité humaine dont on considère qu'elle a de la valeur. C'est-à-dire la part de l'activité humaine qui est rémunérée en tant que telle. Et donc, l'idée de travail gratuit, par exemple, c'est comment dire, une absurdité qui permet de montrer ça. C'est une absurdité théorique. Hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est pas du travail, mais si on parle de travail gratuit, c'est-à-dire que ça devrait être rémunéré. C'est toujours des conflits sur pour lui, la lutte des classes, c'est justement, voilà, là aussi une axiomachie sur la notion de valeur, sur qu'est-ce qui a valeur, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui est travail. Et donc, c'est pas, il n'y a pas comment dire, un fond, le travail qui pourrait permettre de dire toujours le vrai de la valeur. Et donc, de le déplacer, il y a toujours une lutte pour dire ça a de la valeur, donc c'est du travail. Mais bref, à ce moment-là, Friot, pas encore, même si ça vient. Le moment de flottement qui va le frapper, justement, ça va être un peu à ce moment-là, où il va se retrouver plusieurs fois à dire que finalement son cheminement théorique l'éloigne de ce qu'il fait en tant que par ailleurs que militant ou que, disons, de ce qu'il fait dans le champ de la politique ou de l'intervention publique. Qui dit que ses affects le poussent quand même à le faire, et que c'est toujours comme ça qu'il se raccroche. Les affects, bon, c'est pas lui la multitude, mais ses affects sont là quoi qu'il arrive. Donc il se raccroche à ça et avance avec ça. Les affects sont là indépendamment du fait qu'on sait qu'ils n'ont pas plus de fondement que le reste, qu'il n'y a pas d'absolu à partir duquel on peut construire. Et encore une fois, il va se raccrocher à une espèce de méta-valeur de la raison. Ça ne m'a pas complètement convaincu, mais il dit des choses, je crois que c'est parce qu'il dit des choses contradictoires dessus. À la fois, je pense que c'est parce que ce qu'il dit est plus clair que ce que Spinoza dit, et pourtant, lui, à ce moment-là, il tient encore à une forme de fidélité à Spinoza. Mais bon, je peux me gourer. En gros, Spinoza parle de... Alors, il y a des différentes formes de la connaissance, et il y a un état de sagesse qui est l'homme conduit par la raison, quoi. Donc la raison avec un grand R, on est dans les pré-lumières, à peu près. Comment dire, Lordon voit très bien le défaut de ce truc, quoi. C'est que c'est une exigence éthique écrasante, quoi, qui est pas tenable. Même si, voilà, il reprend ses propositions de rien n'est plus précieux à un homme qu'un autre homme conduit par la raison. Du coup, c'est cette histoire de connaissance de ses déterminations, des formes résonantes. Mais à un moment, et là, je pense que c'est juste Lordon qui parle, il parle de rendre hommage au groupe dans l'axiomachie, donc dans le conflit de valeurs. Rendre hommage au groupe, c'est faire appel à des valeurs supérieures communes.
C'est-à-dire que, indépendamment de plein de détails de l'ordre, je sais pas quoi, disons des partis politiques, on en appelle à la justice, à la République, à quelque chose, n'importe. En France, on fait ça avec la République, mais dans d'autres pays, ça sera d'autres choses. Mais on considère qu'il y a une forme de raisonnement dialectique possible entre les deux parties, au sens très générique encore à nouveau, hein, c'est pas des parties au sens de maintenant, si on peut dire. Il y a deux groupes désirants, mais qui partagent quelque chose auquel ils peuvent se référer, à partir duquel ils peuvent raisonner tous les deux et donc opposer leurs désirs et lui trouver une forme. Alors, on peut dire acceptable, mais en réalité, c'est une confrontation régulée par un groupe plus large. Voilà, typiquement, la confrontation démocratique. Pareil, hein, en un sens générique, on n'a pas besoin nécessairement que ça soit sous la forme représentative. Il y a une forme régulée du conflit entre deux forces désirantes qui acceptent un certain nombre de règles communes, un cadre. Et il oppose à ça l'idée de la violence, justement. Que le moment où il n'y a plus de cadre commun, il y a ceux qui sont dans un cadre veulent en sortir. Ça, il en a beaucoup parlé vis-à-vis de l'Europe. Justement, alors en partie pour éviter la violence, c'est juste, bon, il n'y a rien à faire, hein, salut. Mais qui vaut aussi dans le cas de guerre ouverte. Là, on n'en était pas encore. Si, tu devais déjà parler du Rojava, peut-être. Oui, sûrement d'ailleurs. Il en parle plus dans Vivre sans, je crois. Mais de cet ordre-là, qui est ben oui, il n'y a plus rien à discuter avec le pouvoir. Bon, bah, il n'y a plus que le conflit armé, quoi. Il y a plus, Mais c'est deux pôles de ce qui est de toute façon un affrontement de désir. C'est juste qu'il y a un affrontement régulé et accepté comme tel, où on accepte la défaite parce qu'on accepte le cadre. Et il y a un affrontement, alors on peut dire dérégulé, mais ça serait pas tout à fait vrai. Euh, Où on accepte la défaite parce que bah, de toute façon on est mort. Ou à peu près, enfin, dire, on est entièrement défait en tant que force, le corps est défait, c'est plus. C'est plus le même, c'est pas tout à fait le même ordre de défaite, même si c'est la même logique de l'affrontement. Et du coup, il va plus reprendre du poil de la bête dans Vivre sans, je trouve. Je trouve que la condition anarchique l'a un peu assommé en un sens, même si c'est un très bon livre. Et il me semble que Vivre sans, ça l'a plus enthousiasmé. Euh, Ce qui est, alors du coup, et au départ, ça devait être une discussion avec le comité invisible. Mais il se trouve que ce sera une discussion avec Félix Bozio et Wangé Epé, que je connais pas par ailleurs, mais qui se fera son interlocuteur, pour une discussion à propos justement de la notion de destitution versus la réinstitution, quoi. Euh, il y a un certain nombre de philosophies politiques qui visent la destitution en soi, et Jordan défend l'idée que de toute façon, il faut une reconstitution, une réinstitution, plutôt plus exactement qu'il y en aura quoi qu'il arrive, et que le mieux démocratiquement, c'est qu'elle soit comprise et qu'on la connaisse, puisqu'en fait, ça fait partie de la connaissance de ce qui nous détermine, donc du coup, de l'accès à la raison. Euh, c'est une discussion avec des gens qu'il aime bien par ailleurs, hein. Mais il va entrer en conflit avec eux sur des trucs qui sont très fondamentaux dans leur philosophie respective. Et donc, alors, c'est spécialement avec Rancière, Deleuze, Agamben et Badiou, sur deux thèmes un peu différents de ce que lui appelle l'antipolitique, euh, qui est l'idée alors donc de destitution, donc de sortir des institutions, de désertion, de salut, on n'est plus là, enfin on se barre, on sort de l'économie, on arrête, on abolit l'État, voilà tout ça. Euh,
ou l'abolit la valeur. Il y en a aussi bon, il y en a qui vont plus loin avec le langage. Enfin, bon. Et donc, il les classe en deux catégories. Ceux qui considèrent que la politique est intermittente, apparaît seulement dans des moments très rares de l'histoire, qu'il y a l'événement politique, puis il y a le reste du temps qui est la gestion du tout venant, quoi. Avec l'exemple de la commune. Il avait déjà parlé de la commune, je crois que c'était vis-à-vis du comité invisible, hein, c'était dans Appel, je crois. Ou à nos amis, j'en sais rien, enfin quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était à propos de la lecture d'une phrase à propos de la commune, c'est pareil, je sais plus qui c'était. C'était quelqu'un qui disait en gros ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça à propos de la commune. Et donc le comité invisible lit ça comme un désir de suspendre les institutions en permanence. Et alors que Lordon lit ça comme une lamentation sur le fait que la destitution, ça n'a qu'un temps. Et que la vie normale de la commune repart, enfin, a ses propres institutions, a un comité central, est armé, est organisé pour se battre. Enfin, qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'État, mais qui n'est pas un État bourgeois, qui n'a rien à voir. Ses formes sont différentes. Mais ça reste quelque chose qui est conceptuellement un État. Voilà, pour lui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et donc l'autre catégorie, qui est la politique des virtuoses, qui fait qu'il y a qui est quelque chose de l'ordre de l'éthique, qui en fait il avait approché avec l'idée de l'éthique du sage de Spinoza. Et il va parler de ça notamment à propos de la ZAD, où en fait il considère qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à aller construire une cabane dans les marais et d'y vivre, quoi. Un peu. Et qu'il a vraiment beaucoup d'admiration pour ces gens-là et que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font et que ça montre qu'autre chose est possible et que ça se construit, que ça se teste sur place, mais qu'il y a un moment pour lui, il y a un problème, une question, pas un problème, c'est une question de la massification et qui se pose. Là, il prend la phrase de Trotsky sur la définition de la révolution, qui est l'irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres affaires. Et là, il y a trois mots qui me paraissent importants. Alors, le domaine où se règlent leurs propres affaires, c'est l'histoire. Hein. C'est l'irruption violente des masses dans l'histoire. Et donc, il y a trois mots importants. Donc, les masses, justement, donc c'est pas une question de c'est pas une de virtuosité, donc de virtuosité au sens de, c'est pas de talent, hein, c'est d'homme vertueux. Et vis-à-vis de l'intermittence, il y a l'irruption, qui ressemble un peu, mais qui n'est pas une intermittence, justement. C'est les masses débarquent dans l'histoire et elles ne se barreront pas comme ça. Elles sont là pour rester. C'est ça l'idée. Et la dernière, c'est l'éruption violente, bien sûr. C'est que, donc, à partir de leurs propres affects, les masses construisent leur propre légitimité. La violence, c'est le dernier mot de tout. C'est la violence de la multitude. C'est le dernier mot de toute forme de légitimité, l'auto-institution de sa propre légitimité. Il ne s'agit pas justement de rendre hommage au groupe avec l'adversaire déjà institué, c'est de le destituer et de nous instituer. Ce qui n'est pas la même chose. Et justement, nous instituer sous des formes différentes, puisque justement, alors c'est là qu'il faudrait parler de classe notamment, que les formes d'organisation autonome des classes ne sont pas du même ordre. Elles sont organisées toutes les deux, elles ont une conscience relative les unes des autres, etc. Mais leurs formes sont différentes, quoique on peut justement attraper avec des concepts génériques que, oui, elles forment une organisation, elles ont des institutions. Et voilà, là, on peut penser à Friot, notamment qui construit tout son raisonnement sur l'idée que les classes ouvrières, mais en fait, il faudrait dire prolétaires en général, mais les classes ouvrières ont déjà construit des choses. Ont déjà transformé ce qu'on appelle valeur, cette bataille permanente pour la redéfinition de la valeur, donc du travail, est déjà bien entamée et qu'il y a déjà des choses qui existent. Alors, bon, ils pensent notamment à la Sécu, mais au sens large, donc Sécu, retraite, CAF,
un certain nombre de choses de l'ordre de la fonction publique, un certain nombre de choses de... il avait pris des exemples dans d'autres pays, je crois que de l'ordre du marché immobilier aux Pays-Bas, il me semble, même s'il n'est pas spécialiste. Il lui semble qu'il y a quelque chose d'assez avancé de ce côté-là. Voilà, ouais, voilà, bon, ce rapprochement Friot-Lornon est déjà bien entamé à ce moment-là, même s'il n'est pas explicite dans ce bouquin parce que c'est pas le sujet. Il me semble qu'ils s'appuient assez bien l'un l'autre. Et il y a un petit morceau, moi, qui m'a vachement intéressé. On verra si ce sera la suite de la théorie, mais sur la notion de puissance, il dit en fait, au fond, il y a un conflit. Alors, quand il parle de Deleuze notamment, il y a un conflit entre les deux définitions de la puissance. Que celle de Deleuze est fondée chez Aristote, alors que celle de Spinoza, non. Et donc, chez Aristote, la puissance, ce qui est en puissance, c'est quelque chose qui peut s'exprimer, qui peut arriver finalement, ou être décidé, ou qui pourrait ne pas. L'impuissance, c'est quelque chose de potentiel, mais donc qui n'est pas nécessaire. Le potentiel se pose au nécessaire chez Aristote. Alors que chez Spinoza, pas du tout. La puissance, c'est ce qui est nécessaire. La puissance s'exerce. Je ne sais plus quoi, il y a toujours la même formule. Là. Il n'existe pas de puissance sans qu'elle n'exerce quelques effets, je crois. C'est quelque chose comme ça. La puissance, elle n'est pas encore présente en un sens, mais puisqu'il faut que ces effets s'exercent, mais on ne peut pas y échapper, puisque chez Spinoza, il n'y a pas de notion de libre arbitre, alors que justement l'idée de pouvoir ça ou ne pas ça permet de penser toute une philosophie du libre arbitre. Chez Spinoza, il n'y a pas ça. La liberté, c'est connaître ses propres déterminations. On n'échappe pas à ces déterminations, mais on peut les connaître. Bon, c'est une idée de la liberté qui correspond pas tellement à l'idée libérale de la liberté, mais ni à l'idée chrétienne de la liberté, ni du libre arbitre, voilà, c'était quand même un blasphémateur de premier ordre, enfin qui a été qui a été traité comme tel. Voilà, je ne sais pas où ça ira ce truc-là. Mais il me semble que c'est un point intéressant parce que ça définit justement le rapport au désir. Si on considère que le désir, c'est quelque chose comme ce qui, dans la situation définie positivement, est affecté négativement, donc veut en sortir. Le désir veut sortir de l'état présent. Donc, que le désir et la puissance ont ce rapport très très profond parce que c'est ce qui sort de l'état présent, donc ce qu'il conteste par définition. Ouais, ça on verra. Et donc là, dans son dernier, alors là c'est moins théorique, il revient à l'intervention politique plus directe, donc je ne sais pas ce que sera la suite. Donc dans Figure du communisme, donc j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu l'essentiel, enfin j'ai lu tout ce qu'il avait écrit sur son blog et qui est publié, pas tel quel, mais en grande partie. Et il parle de rendre le communisme désirable. Donc pour lui, il y a deux ou trois choses. Enfin, pour moi, là, c'est plutôt, je vais retenir deux, trois choses importantes. Le premier, c'est que l'état présent est désastreux. On a la possibilité de l'extinction de l'espèce, finalement, qui n'est pas un événement banal, si on peut, pour dire le moins, quoi. Et donc, l'état présent est désastreux, et donc le vouloir autre est très fort par définition. Et en même temps, on ne voit pas se constituer se sortir du présent, enfin d'un présent qui n'en finit pas, enfin qui n'en finit pas. Si, il y a des trucs qui finissent, mais ce serait mieux qu'on finisse pas avec, quoi. Donc ça, c'est une condition favorable en un sens, même si pour l'instant elle n'a pas été vraiment saisie. Il y a quelque chose de la conscience de la catastrophe en cours qui est quand même plutôt bien partagé. Il parle du communisme luxueux aussi, où il dit que
toute la présentation du sortir du capitalisme présent, tout ce qu'il la présente comme quelque chose de sacrificiel, il va falloir sacrifier des niveaux de vie, il va falloir avoir moins, il va falloir... ça contribue à rendre non désirable la sortie de l'état présent. Alors, on dit vous allez perdre quelque chose. Ce qui est faux. Enfin, ce qui est faux, je veux dire, la baisse du niveau de vie, elle arrive, et c'est pas le communisme, c'est le capitalisme qui va provoquer les baisses de niveau de vie. De toute façon, ces trucs-là arrivent. Et donc, quand il parle de communisme luxueux, il veut parler notamment de la reprise du temps de travail, du temps justement pas facile de travail quand même, mais de se déprendre du salariat, enfin de l'enrôlement des désirs sous un désir extérieur via des passions tristes, une servitude passionnelle triste, et que la reprise de son temps, de son espace, de son entreprise, de sa ville, tout ça, donc la démocratisation totale des institutions, c'est à la fois un mouvement vers la raison, puisque ça permet la discussion dialectique de ce qui nous détermine et de ce qui détermine nos institutions, enfin, c'est l'appropriation générale du monde. C'est en fait un luxe que le capitalisme nous refuse. C'est un mieux qu'on nous refuse. Enfin, il y a toute la rhétorique du sacrifice est en fait anti-progressiste, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de programme, on va baisser, mais c'est pour le mieux, ça nous permettra de survivre. Non, on va vers le mieux, parce que là, le capitalisme il commence à nous faire chier, c'est pas pareil. Et il va nous tuer en plus, ce connard. C'est pas pareil, ouais. Et là, bon, là, il va défendre beaucoup plus la solution Frio. Alors lui, il l'appelle la garantie économique universelle. Je suis pas très fan. Lui, il trouve des bonnes propriétés pour agréger les bonnes volontés. Je préfère la formule de Frio, la vraie en plus, enfin, pas celle qui est salaire à vie, c'est le terme qui est devenu banal, mais le salaire à la qualification personnelle, voilà, qui effectivement n'est pas très... Ça sent la technostructure, si on peut dire. Mais qui a la propriété de replacer le conflit de valeurs autour de l'activité humaine et pas autour du simple fait d'être là volontairement, ouais, file à bouffer, ça va. C'est non, tu es un humain, tu es qualifié, tu fais des choses, tu produis le monde avec nous, tu participes de tout ça. Donc, alors voilà, bon, lui, il a son idée de qualification parce qu'il pense que l'histoire ne s'arrête pas avec la fin du capitalisme. Et que donc, il y aura encore des conflits, alors peut-être entre branches, peut-être n'importe, enfin, contre classe d'âge, n'importe ce qui. Qu'est-ce que c'est la violence sociale ne va pas disparaître avec même la fin du capitalisme, mais lui, il ne pense pas que c'est pour tout de suite. Lui, il pense que le capitalisme que la bourgeoisie a mis 5 siècles à construire les institutions qui lui ont permis de prendre le pouvoir politique au 19e siècle, enfin de le prendre définitivement, je veux dire, mais elle a construit les institutions de son économie. Il pense que c'est pareil, il faut prendre le temps de construire nos institutions et de les prolonger, parce que ce combat est déjà commencé depuis un bon siècle, même plus maintenant, et qu'il y a déjà des conquis qui sont pas toujours ceux qu'on dit, qui doivent pas toujours être défendus de la façon dont on le dit, même si on le sait, lesquels le sait, enfin on sait, voilà, c'est la Sécu, typiquement. On le sait, mais en fonction de la façon dont on le défend, on n'ira pas construire les mêmes institutions après, ce qui sera plus ou moins solide face aux contre-réformes et aux contre-révolutions diverses. Bref, on s'éloigne de Spinoza. Mais du coup, c'est que j'ai fait le tour. Et donc voilà, c'était tout pour leur nom et Spinoza, et on verra pour la suite ce qu'il en dira.